qui était justement, le film justement illustre bien ce passage sémantique de la bataille des sans-papiers à la bataille des travailleurs sans-papiers. Et je lui laisse la parole. Ouais, c'est vrai que ce film, c'est un bon souvenir, quoi. La lutte, elle est pas loin, et les copains, on les connaît tous, donc maintenant, ils ont les papiers, quoi. Bon, la lutte, elle a payé, quoi, pour tout cela. Je vais en revenir parce que moi, je m'interroge sur beaucoup de choses, et je pense que le débat, il va aussi aider à ça. Y compris, ça met en question notre propre syndicalisme, comment on fonctionne, comment on travaille avec ces populations-là, qui sont les plus vulnérables du monde salarial. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on puisse creuser un peu vraiment cette question. 1974, c'est la fin de l'immigration professionnelle, officielle. Et pourtant, les travailleurs migrants, ils vont continuer de venir. Vous étiez déjà là, mais ils vont continuer de venir. Mais la grande différence avec ce qui se passe avant, c'est qu'avant, les salariés venaient à l'appel, entre guillemets, des patrons, dans les grandes entreprises, là où il y avait des communautés de travail, là où il y avait des organisations syndicales, et donc ils étaient totalement visibles et intégrés tout de suite, on va dire, enfin, ou presque tout de suite, en tout cas, ils étaient visibles. Voilà. Et à partir de 1974, Louis disait tout à l'heure, enfin, on va plus les voir. Pourquoi on va plus les voir? C'est parce qu'ils vont aller bosser dans l'intérim, donc c'est le grand développement de l'intérim dans les années 70, et puis ils vont aller bosser dans les petites entreprises qui vont devenir tous les sous-traitants des grandes entreprises. Et dans les deux cas, que ce soit intérim ou petite entreprise, il n'y a pas ou peu d'organisations syndicales. Et ça c'est encore aujourd'hui une des problématiques. Hein, et donc, à l'époque, c'était d'autant plus, quoi. Et donc, ces salariés sont devenus totalement invisibles. Et je pense qu'on a eu un bon boulot de fait avec justement les collectifs de travailleurs immigrés, enfin ceux qui étaient arrivés avant, on va dire, hein, qui étaient dans les grandes entreprises, dans les mines, etc., parce qu'on avait les organisations syndicales pour ça. Je pense qu'on a fait un bon boulot, mais c'est vrai qu'il y a toute une partie, cette partie-là du salariat, je pense qu'on l'a pas vu du tout, quoi. On l'a pas vu du tout, et c'est simplement d'autant plus qu'eux-mêmes se culpabilisaient en tant que clandestins, quoi. C'est pour ça que c'est toute l'importance de ce qui s'est passé à Saint-Bernard, c'est enfin on sort de l'ombre, hein, vous l'avez bien dit, enfin je veux dire, hein, on sort de l'ombre et on en a marre d'être des clandestins, on est des sans-papiers, on est des travailleurs comme les autres, et c'est intéressant dans le premier film parce qu'il revendique on travaille, quoi. Hein, c'est toujours ça évidemment, parce que les gens ils travaillent, ils viennent pas là pour visiter ou prendre des photos de la Tour Eiffel, au bout de 2 jours c'est fait, quoi. Voilà. Donc les gens ils travaillent parce que le but c'est d'envoyer des sous à la famille quand même. Voilà. Et donc il y a eu des belles luttes, hein, c'était les OS des usines automobiles, hein, Annick l'a redit, hein, la lutte sur les loyers, on va dire c'était hors entreprise et puis c'était hors syndicat dans la période. Et puis peut-être il y a l'exception, il n'en a pas été question, mais c'est ce qui s'était passé dans le Sentier, hein, avec les travailleurs turcs, les travailleurs chinois. Et là c'était basé sur le travail. C'était basé sur le travail. Ça n'a pas été développé par nos confédérations à l'époque. Hein, c'était resté local, mais c'était quand même une très belle lutte. Et c'était toujours l'idée que c'est une population à la marge, hein, tant numériquement que politiquement. Et donc Saint-Bernard arrive, ces salariés, ces travailleurs, ils sortent de l'ombre et ils se déculpabilisent, quoi. C'est l'éruption des travailleurs sans papier, on va dire, sur le devant de la scène, même si à l'époque ils ne s'appellent pas encore comme ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire sur cette période 1996-2006. Parce que moi je suis arrivé à la CGT sur ces questions en 2007 et c'est vrai qu'on a besoin de travaux sur qu'est-ce qui s'est passé entre Saint-Bernard et on va dire le début du mouvement des travailleurs sans papier. Alors 2006, pour la première fois depuis le Sentier, on va dire c'est des travailleurs qui s'adressent à l'organisation syndicale. Ce sont les travailleurs qui viennent voir l'organisation syndicale, c'est pas nous qui allons les voir là où ils sont. C'est eux qui viennent nous voir et qui disent on a un problème de papier et on va être viré parce qu'on n'a pas les papiers. Hein, c'était la blanchisserie Molilux et ils ont eu, je vais dire comme ça, la grande chance d'aller dans une union locale CGT où il y avait des camarades qui étaient intéressés à la question. Et mon ami Raymond Chauveau, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais en tout cas, je les ai trouvés porte ouverte, quoi. Et ce qui n'était pas forcément évident partout. On ne peut pas parler comme ça. Je veux dire, c'était rare de trouver ça dans l'organisation syndicale à l'époque. Voilà. Et donc ils ont été accueillis et donc il y a eu cette régularisation, mais il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien du tout en 2006 par rapport aux travailleurs. Hein. Il y avait 45, si je me rappelle bien, ou une cinquantaine de salariés de cette blanchisserie qui allaient être virés parce que pas sans papier. On fait quoi? Quand on est organisation syndicale, on ne peut pas laisser virer des salariés. Voilà, ça c'est avec papier ou sans papier. Voilà. Donc je pense que tout de suite c'est venu fortement. En 2007, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le fameux décret en juillet qui disait au patron qu'il fallait vérifier les papiers de ceux qu'ils embauchaient.
Et en même temps, évidemment, il n'y a pas le patron, ils ont vérifié les papiers de ceux qui étaient déjà là, quoi. Et donc ça a été un catalyseur parce qu'il y a énormément de salariés qui ont été licenciés, il y a eu des manifs qui se sont développés, et donc on est avec ça menacé de licenciement, puis qui criait un peu à l'aide, quoi. Voilà. Alors, je vais aller très vite pour arriver à aujourd'hui. On a eu, donc c'était la loi Hortefeux, 2007, donc 20 novembre 2007, et dans cette fameuse loi Hortefeux, il y avait ce fameux article 40 de la loi Hortefeux, et nous on s'est dit, ça peut permettre d'ouvrir une brèche. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'une virgule dans un texte, c'est une virgule, il faut pas la laisser passer, et si elle peut être utile pour la lutte, il faut se servir de cette virgule, quoi. Et donc là on avait une phrase et demie qui pouvait tenter de nous être utile pour la lutte. Donc on a utilisé au maximum ces textes. Et l'idée, fallait travailler de façon unitaire, c'était le début de ce qu'on appelait le groupe des 11, avec, je ne reviens pas sur tout ça, entre les syndicats et associations, et puis gagner une majorité dans l'opinion publique pour conquérir des droits de tout le film, les gens ils débarquaient complètement en disant, attendez, si ils travaillent là et en plus ils payent tout ce que les autres payent, pourquoi ils n'ont pas les papiers, voilà. Et alors, ce qui a fait tout changer, on va dire, par rapport à ce qui s'était fait avant, c'est à la fois, donc, des salariés sont venus nous voir, et ces salariés, ils sont, on fait comment avec eux, quoi. On fait comment avec eux. Et avec la grande idée, on va dire, syndicale, pour le coup, c'est un salarié, quel qu'il soit, il est légitime à occuper son lieu de travail, il est chez lui, il est dans son entreprise, et pour défendre ses revendications, il est légitime à occuper son lieu de travail, et on ne peut pas le licencier pour faire grève. Et donc, ça a été cette idée que la grève, là concrètement, la grève de ces travailleurs sur leur lieu de travail protège les salariés. Et tant qu'ils étaient sur leur lieu de travail, ils pouvaient, entre guillemets, rien leur arriver, quoi. Et de fait, ça a été un moyen énorme, je veux dire, de défense de ces salariés. Alors je vais très vite jusqu'à aujourd'hui, février 2008. Donc on a eu la première occupation, et on va voir qu'est-ce que ça donne par rapport à ce fameux article 40 et les circulaires de janvier 2008 qui étaient sortis. L'occupation du restaurant de la Grande Armée, où on a pu faire régulariser les 9 salariés cuisiniers, alors que les cuisiniers c'était pas dans la liste des métiers prévus. 15 avril 2008, la première grande grève coordonnée dans 15 sites de la région parisienne. Mai-septembre, ça a été les intérimaires qui sont mis en mouvement chez les majors de l'intérim, et puis les femmes des services à la personne avec plusieurs associations, nos amis de Femmes Égalité et de Droits devant. Et ensuite, donc, on a obtenu, à partir de juillet 2008, septembre, décembre, on a obtenu les premiers textes de régularisation, pour le coup, de salariés. On n'était plus sur des questions simplement être en France, mais travailler en France. Et donc, c'est le fait de travailler qui permettait d'avoir les papiers. On a eu ce télégramme, ce qu'on a appelé, nous, le télégramme Veolia en décembre 2008, où c'était les salariés qui étaient rippers, là, les gars qui ramassent les poubelles, qui ont dit, nous, on se met tous en grève, on arrête tout, dans toute l'île de France, si on ne peut pas continuer de travailler pendant l'étude de notre dossier. Et donc ils ont tellement été inquiets de cette affaire qu'ils ont fait ce télégramme, qui est devenu un peu célèbre maintenant, qui théoriquement permet de continuer de travailler pendant l'étude du dossier, qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc après 12 octobre 2009, la grande grève, ce qu'on a continué d'appeler la grande grève, 6804 grévistes sur 35 sites de la région parisienne, et débute la prise en compte des travailleurs isolés. Parce qu'il faut bien voir que dans toute la première période, c'était des salariés qui étaient assez nombreux dans une même entreprise. Donc ça, on sait faire. Dans le syndicalisme, on sait faire ça. C'était plus compliqué, un salarié tout seul. Comment on fait? Donc ça a été l'idée de faire des piquets de grève, on va dire, par profession. Ou chez les employeurs du nettoyage, ou chez les employeurs de la restauration. Et c'était pas évident à organiser. Il faut dire qu'au début, c'était un peu compliqué, on va dire, avec des centaines, je me rappelle un piquet de grève où il y avait plus de 900 personnes, c'est quand même compliqué à gérer, surtout quand ça dure des semaines, quoi. Voilà, il faut assurer la logistique dans cette affaire. Voilà. À un moment donné, il fallait qu'on trouve 2000 € chaque jour pendant la grande grève. Donc c'est pour pouvoir nourrir tout le monde, quoi, ce qui n'était pas forcément évident. Et on arrive comme ça très vite, si on peut dire, parce que c'était dur, quoi, au 18 et 24 juin 2010, où on arrive enfin à des textes, des critères simplifiés, comme disait le camarade dans le clip, des critères simplifiés de régularisation valables sur tout le territoire, ce qu'on appelle après l'addendum, et un texte un peu spécifique pour ceux qui avaient fait la grève. Mais il en a fallu des occupations de sites, il en a fallu de la détermination. Je revois encore les 3 semaines passées à Bastille. Voilà, je veux dire, c'est quand même ça a été très très compliqué. Alors, depuis 2010, c'est l'idée
souhaité faire appliquer ce qui a été gagné, puis surtout aller plus loin. Donc on est arrivé le 28 novembre 2012 à ce que nous on appelle la circulaire de régularisation, ce qui s'appelle souvent la circulaire Valls, mais pour en tout cas ce qui a pu synthétiser tout ce qui avait été conquis précédemment en ce qui concerne les travailleurs. C'est pour ça que nous de la CGT on a eu l'appréciation positive de cette circulaire. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'elle n'est pas totalement appliquée, loin de là, et évidemment, surtout, elle a besoin d'être dépassée parce qu'il y a beaucoup de situations qui ne sont pas prises en compte. Et je pense notamment aux intérimaires, où là, c'est vraiment encore un enjeu très très fort de reconnaître le travail intérimaire comme un vrai travail, comme des vrais salariés, que ce soit pour le passé ou pour le futur, et ça c'est une bataille très forte. Et puis les travailleurs à temps partiel et ceux qui sont chez les multi-employeurs, je pense au nettoyage, je pense aux femmes dans l'aide à la personne et autres. Et surtout, la grande bataille, je veux dire, qui est en cours, on ne voit pas aux 20h, parce que, voilà, on en parlait avant le débat, mais en général, quand on a des réussites, ils disent surtout, faut pas en parler, faut pas que ça vienne dehors, faut pas, on le fait, mais n'en parlez pas, quoi, voilà. Mais bon, quand même, on va finir un jour par parler un peu de tout ce qui se passe. Bon, il y a ce qui s'est passé là, et Aminata va nous le dire, sur ce qui se passe avec les travailleurs non déclarés à un moment donné. C'est ça le grand sujet aujourd'hui. On a eu des travailleurs ensemble, en groupe, ensuite on est travailleurs isolés, ça on sait faire, maintenant on est sur, fondamentalement, c'est les travailleurs non déclarés, comment faire reconnaître leur travail, et comment, et la bagarre est aussi avec eux au début, c'est comment les rendre fiers de leur propre travail. Parce qu'au début, les copains non déclarés, ils disent on travaille pas. Quand on lui dit travail, non, on travaille pas. Je dis, mais attends, tu vis comment là? Ouais, mais je travaille, mais c'est pas, voilà, j'ai pas le bulletin de paie. Je dis, alors, c'est pas toi 14, c'est pas toi 14. Donc les rendre fiers de leur travail. Et je pense que c'est le sujet le plus emblématique de ce qui doit maintenant être gagné. Il y a un certain nombre de succès, qui ont déjà été obtenus dans des salons de coiffure ou dans des restaurants. Mais maintenant, tout ça, faut que ça soit traduit dans des textes. Et ça, on ne l'a pas encore. Voilà. Pour finir, moi je dirais, on a 4 principes vraiment aujourd'hui. C'est, on parle du travail, quoi. Alors le travail pour nous, la reconnaissance des travailleurs sans papier, ça met pas hors course tout le reste. Je veux dire, c'est à côté du reste. S'il y a les parents d'enfants scolarisés, c'est bien. S'il y a je veux dire, tout ce que fait RSF, tout ce que font les associations, c'est très bien. Nous, en tant que syndicat, on sait faire dans l'entreprise. Donc on essaie d'aller au bout du bout de ce qui peut être fait dans l'entreprise, à côté de tout le reste. 4 grands principes, tout travail doit être reconnu. C'est pas le bulletin de paie c'est pas parce qu'on n'a pas de bulletin de paie que le boulot n'existe pas. Donc tout travail doit être reconnu, tout travailleur doit être respecté, et sans en respecter les droits de tous les salariés, en particulier les plus vulnérables, qu'on parviendra à, entre guillemets, assainir le marché du travail et lutter contre le dumping social. Et les travailleurs migrants sans papier sont d'abord des travailleurs avant d'être des migrants, quoi. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire progresser, évidemment, dans l'opinion publique, aussi dans nos organisations syndicales, mais je crois qu'au niveau de la CGT, maintenant les choses, elles ont bien progressé, puisque c'est devenu un des sujets dans notre dernier congrès, et je veux dire, et c'est maintenant dans nos textes, dans nos textes de direction, on va dire. Voilà. Je terminerai par dire, pour gagner, il faut absolument que les intéressés eux-mêmes se mettent en mouvement. Annick l'a redit tout à l'heure, ça c'est fondamental. Si les salariés ne bougent pas, nous, on ne peut pas se bouger pour eux, quoi. Ça c'est vrai pour le travailleur sans papier, c'est vrai pour tous les salariés. Et c'est pas seulement une lutte, et c'est ça le sujet, il faut aussi qu'on ait, c'est une lutte de salariés, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans l'humanitaire, quoi. Moi je suis pas seulement dans la solidarité avec ces salariés. Ils sont partie intégrante de la classe ouvrière française. Et à partir de là, c'est une lutte sociale anti-précarité. Et si on réussit à gagner avec les travailleurs sans papier, on doit réussir à gagner avec les jeunes, on doit réussir à gagner avec les femmes qui sont en temps partiel imposées, etc. C'est avec cette lutte-là, cette lutte-là permettra aussi de combattre la précarité globalement en France. Et sachant que la lutte, elle s'arrête pas au papier, c'est pour ça que j'insiste tellement moi là-dessus. C'est pas seulement les papiers, c'est après, il faut reconstruire la carrière. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre le patron de côté, faire comme s'il n'existait pas. Moi, je veux l'obliger, le patron, chacun des patrons, à signer ce qu'il a signé, à remplir les documents qu'il a à remplir, de façon à ce que le salarié soit complètement reconnu et qu'on puisse ensuite faire reconnaître et les droits au chômage, et les droits à la retraite, et les droits à la sécu, etc., avec son nom et avec tout le boulot qu'il a pu faire en France depuis des années. Voilà. C'est en cela que la lutte est largement pas finie. Elle interroge beaucoup notre syndicalisme, et pour ça que moi je suis très intéressé au débat qui va suivre.